mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, je vous propose des rencontres avec Maxime Pedneau-Jobin, le conseiller de Buckingham, mais tout d'abord, le député provincial Alexandre Iraca. Monsieur Iraca, d'abord, merci de venir nous rejoindre en 2013 dans nos studios. Évidemment, plusieurs dossiers chauds qui touchent directement notre secteur. Si on commençait tout de suite avec le terrain synthétique à l'école secondaire Omidas-Gamelin, on sait que vous en avez fait une plateforme de votre programme électoral. Pour vous, c'est très important. Et malheureusement, on a l'impression, vu de l'extérieur, que ça semble de moins en moins probable qu'on voit le terrain synthétique un jour. Oh non, ben je n'irai pas jusqu'à dire ça, là. Moi, je suis d'avis qu'il ne faut jamais lâcher. Vous avez juste à regarder mes dernières élections. Je n'ai jamais lâché, puis je ne lâcherai pas aujourd'hui dans les dossiers et dans les engagements que j'ai pris. Oui, c'est un dossier prioritaire et important. J'ai déjà fait des démarches auprès de la ministre et de l'attaché politique de la région, du ministre Bergeron et de son attaché politique. Il y a eu une rencontre dernièrement avec la commission scolaire, l'Ange Gardien, le conseiller municipal. Les gens étaient assis autour de la table. Il y avait même, j'avais demandé à ce qu'un représentant du fédéral, de Mathieu Ravignan, soit présent pour regarder les possibilités de programmes au niveau des infrastructures fédérales. Alors que ça vienne du fédéral, du provincial, l'important, c'est pas d'où ça vient, c'est qu'on aboutisse. Il y a 1 million sur la table. C'est un projet qui est condamné à réussir. Il n'y a pas un autre projet ici en Outaouais où on a réussi à amasser rapidement, qui englobe différentes municipalités, 50 du financement. Alors, je suis persuadé que ça va fonctionner. Ça prend un peu plus de temps. Évidemment, c'est le Parti québécois qui est au pouvoir et il faut respecter ça. Et eux, ce n'était pas dans leur engagement. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Il y a une autre rencontre qui est prévue à la mi-février. Il y a les études de crédit qui débutent cette semaine. Moi, vendredi, je suis à Québec. Je suis assis devant Mme Marie Malavoie, qui est ministre de l'Éducation, Sport et Loisirs. Et mes premières questions, ça va être filmé et il va y avoir des organismes autour de la table, va être concernant le terrain de football et soccer synthétique ici dans le secteur Buckingham. Alors, je suis persuadé, moi, qu'on va réussir à trouver les fonds. Parce qu'il reste effectivement, là, vous le disiez tantôt, la commission scolaire, la municipalité de l'Ange-Gardien, Gatineau qui s'engage à fournir 50 du montant. Oui. Et on sait déjà que du côté du Carrefour, le projet devrait aller de l'avant, même si il semblerait que ça a été présenté avant. Mais dans notre esprit, là, ça a été présenté après celui de Buckingham. Oui. C'est peut-être une impression Oui. qui est fausse. Hein? Oui, bien, ça a été présenté avant ou après ou en même temps, mais Ouais. de toute façon, nous, ce qui est exceptionnel dans l'Est, c'est que d'un, on a besoin, il n'y a rien là, il n'y a pas de terrain synthétique dans l'Est, ça en prend un. Et on a 50 des sommes d'argent de ramasser, ce qui est exceptionnel, qui englobe l'Ange Gardien. Ces sommes-là ne seront pas disponibles éternellement. Donc, Carrefour, il n'y a rien qui est annoncé encore. Il y a 1,4 milliard au niveau des infrastructures au Québec de coupures qui est annoncé par le dernier budget du gouvernement du Parti québécois. Maintenant, il faut que chaque région se batte, en guillemets, pour aller chercher sa part du gâteau, mais intelligemment, en montant bien le dossier. Et je suis d'avis que nous avons le meilleur dossier, le plus bien monté au niveau d'un projet d'infrastructure. Donc, je demeure positif. Il y aura d'autres rencontres et ça va aboutir, j'en suis certain. Autre dossier qui touche directement le secteur Buckingham, évidemment, ça a fait la manchette la semaine dernière, continue de faire la manchette cette semaine. Buckingham en fête, Ouais. 23e édition Ouais. qui semble compromise. On sait que du côté de M. Pedneau-Jobin, là, on ne veut pas non plus jeter la serviette. Vous ne voulez pas jeter la serviette. Vous avez rencontré d'ailleurs, ou vous allez rencontrer des gens pour voir comment on peut tenter de sauver ça. Alors, oui, il y a 35 000 à peu près personnes qui viennent à Buckingham pour le... On ne peut pas se permettre de ne pas avoir cette activité-là parce que ça a des gains importants au niveau économique pour les commerçants de la région. Il ne faut surtout pas laisser tomber les commerçants. Et les citoyens aussi, c'est une belle fête, Buckingham en fête. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a un déficit par rapport à l'édition de l'année dernière qu'il faut remettre en question ce qui s'en vient l'année prochaine. Le ministre des Arts et de la Culture, Makakoto, que je vais rencontrer et avec qui je vais faire des demandes, a un budget discrétionnaire pour ce genre d'activité, lorsqu'il n'y a pas des dettes là, épouvantables. Mais ce que j'ai compris, là, ce n'était pas une dette faramineuse. Donc, ça pouvait être comblé directement pour cette année. Je pense que la Ville de Gatineau a un apport à faire important là-dessus.
Et à même le budget discrétionnaire du ministre des Arts de la Culture, je pense qu'on pourrait sauver l'édition de cette année, peut-être être un petit peu plus modeste dans les dépenses là, avec la première année, mais surtout ce que ça prend, c'est une permanence. Une permanence qui va prendre le festival d'année en année, qui va prendre cette activité-là d'année en année sans que ça coûte des gros montants. Il y a des organismes, je pense par exemple au Carrefour culturel Estacade, qui sont déjà en place, qui montent un paquet d'activités qui pourraient prendre ça à charge, à même un certain profit, et on pourrait s'assurer, parce que Carrefour culturel Estacade, c'est un bon organisme qui a fait ses preuves, qui est bien dirigé, qui pourrait certainement prendre cette activité-là, qui est Bocquignam en fête, là, pour les années futures. Et on arrêterait d'année en année de se poser la question, qui le fait cette année? Qui prend en charge le budget cette année? Ce serait canné pour les prochaines années. Je pense qu'il faut se rendre là. Et l'opportunité est là. Donc, c'est une bonne nouvelle, ce qui vient d'arriver, dans un sens, pour dire, regardez, on fait tout ça autrement. Et j'ai confiance qu'il y a des choses qui se passent. Je pense qu'un des problèmes, M. Hiraka, c'est que, bon, dans un festival comme celui-là, on compte sur des bénévoles. Et qui dit bénévole, souvent, on le fait dans nos heures, quand on a un petit peu de temps pour le faire. Et bon, effectivement, là, les comptes n'ont pas été faits là, pour la dernière année. TPS, TVQ depuis 3 ans. Donc, effectivement, on va suivre ça de près, avec votre rencontre avec M. Makakoto et tout ça. Je vous reviens là-dessus. J'aimerais qu'on parle aussi d'éducation avec vous parce qu'on sait qu'actuellement, le Parti québécois fait ce qu'il avait promis, c'est-à-dire le sommet de l'éducation. Et j'imagine que votre background, si on veut, fait que vous suivez ça de très près. Ouais. Comment vous réagissez à ce que le Parti québécois propose ou les rencontres là, qui sont faites actuellement? Bien, d'abord, il avait été annoncé ce que j'avais trouvé déplorable. Je l'avais dénoncé sur la place publique plus d'une fois, qu'il n'y avait pas de sommet sur l'éducation en Outaouais. Alors, ils se sont rétractés en disant, bon, on va faire une rencontre. Ils n'ont pas appelé ça le sommet, mais un forum citoyen qu'il y a eu ici à l'Université du Québec en Outaouais. Ouais. J'étais présent. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de gens. Là. Sur les 150 de personnes, sur les 150 personnes, là, si on enlève les acteurs politiques, les attachés politiques, quelques enseignants d'universitaires et cégep, les directeurs, ils appelaient ça le forum citoyen. Il n'y avait presque pas de citoyens dans la salle, je vais être honnête avec vous. Est-ce que l'annonce avait été faite suffisamment, vous pensez, pour que les gens le sachent et s'y présentent? Peut-être pas. Écoutez, aussi, étant donné que c'est un plan B, hein, c'est un plan B de dernière minute, peut-être que ça a laissé comme un arrière-goût en disant, coudon, l'Outaouais est pris comme deuxième classe, là, on n'a pas de sommet, mais bon. J'étais présent. L'impression que j'ai, le Parti québécois, au printemps, là, avec tout ce qui s'est passé, s'est peinturé un peu dans le mur en disant on va porter le carré rouge, on va aller dans la rue, puis on va jouer de la casserole. Mais là, ils sont au gouvernement. Alors, gouverner, c'est autre chose et ils ont des décisions à prendre. Et je pense qu'ils se sont engagés trop rapidement. Et je vous dirais que les jeux sont un peu pipés d'avance concernant le sommet. Il y a les décisions qui ont été prises et pour bien paraître, ils font un sommet. Mais au lieu de prendre une décision et d'être franc face aux citoyens et de le dire, même si ça fait mal, quand on gouverne, là, il y a des décisions qu'on prend qui font mal, qui sont difficiles, mais il faut les prendre. Ce n'est pas en se cachant derrière un sommet pipé d'avance qu'on va régler les choses. Est-ce qu'on n'est même pas capable de promettre, non seulement la gratuité scolaire, évidemment, mais on n'est même pas capable de promettre un gel des frais de scolarité comme on l'a presque promis là, pendant la dernière campagne électorale? C'est là où je dis qu'il ne faut pas se cacher derrière un sommet. S'ils sont pour la gratuité, le Parti québécois, bien, qu'ils le disent, qu'ils l'affirment. Il va y avoir des gens qui vont être contents, d'autres qui ne seront pas contents, puis qui vivent avec leurs décisions. Nous, on l'a toujours dit, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai travaillé pour payer mes études. Mes parents ont fait ça. J'ai 3 enfants, puis je peux vous dire, là, M. Pilote, ils vont travailler durant l'été pour payer leurs études. Mais si c'est ça leur position, parce qu'ils ont laissé croire ça en allant dans la rue au printemps dernier, mais qu'ils le disent, qu'ils s'affichent et qu'ils s'assument. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut augmenter. Si on avait indexé, puis là, indépendamment des partis politiques, là, je ne veux pas faire de partisanerie, là, mais si les partis politiques avaient augmenté, ne serait-ce qu'indexé, d'année après année, au coût de la vie, dans les 30 dernières années, au lieu de le geler, que ce soit le Parti libéral ou le Parti québécois, on le fait, là, on ne se serait pas retrouvé dans cette crise-là au printemps dernier. On aurait augmenté graduellement, au coût de la vie,
comme toute chose, et ça aurait été correct. Maintenant, on se retrouve dans cette position-là. C'est un dossier à suivre. Évidemment, un autre dossier à suivre, on sait qu'on est en pleine course électorale du côté du Parti libéral. Un des candidats, et ce n'est pas celui que vous appuyez, M. Moreau, qui a suggéré, ou en tout cas qui a parlé d'abolition des cégeps. Votre réaction, est-ce que vous pensez que ce serait une institution qu'on pourrait tout simplement là, abolir et passer de la polyvalente, par exemple, à l'université? Alors, c'est pas pour l'instant, pour le candidat que j'appuie, M. Couillard, ce n'est pas une priorité, l'abolition des cégeps. Mais si vous me demandez, parce que j'ai un background en éducation, mon avis, je pense que le cégep a fait ses preuves au niveau technique. Alors, il y a des taux de placement incroyables là, dans certaines techniques qui sont de plus de 100 %. Alors, tout ce qui est l'aspect technique, là, moi, je suis absolument contre l'abolition. Ça a fait ses preuves. Il y a des belles techniques qui s'offrent au cégep. Maintenant, pour le général, quand quelqu'un est au secondaire 5, qui va aller à l'université, je sais qu'ici, qu'il y a des gens, ici en Ottawa, j'en connais personnellement, qui sont allés directement du secondaire 5 à l'université à Ottawa parce qu'ils n'exigent pas le cégep. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est-tu, par exemple, là, de prendre le général qui se donne en 2 ans, de le faire en un an, qui va équivaloir à une année préuniversitaire, ce qui se fait en Ontario? Voilà. Ce serait quelque chose à regarder. Je pense qu'il serait intéressant. Mais pas pour l'abolition des cégeps, là. Parce que le cégep, comme on le connaît actuellement, ça pourrait peut-être être comparé à la cité collégiale de l'autre côté de la rivière, effectivement. En terminant, vous vouliez nous parler, vous avez des bonnes nouvelles en ce qui concerne l'hôpital ici, le C3S à Papineau. Très bonne nouvelle pour les gens qui souffrent d'insuffisance rénale. C'était un de mes engagements en campagne électorale. Il y avait un donateur important qui avait donné 1 million de dollars pour cette unité-là. Ça traînait en longueur. On a fait beaucoup de pression, des lettres, des envois, des rencontres, et ça aboutit. Alors, quand on est dans l'opposition, c'est plus difficile, c'est plus dur, mais il ne faut jamais lâcher, et c'est un dossier qui a fait en sorte qu'en avril, les gens qui souffrent d'insuffisance rénale, au lieu d'aller à Hull, vont pouvoir se faire soigner ici, chez nous, à Buckingham. Il reste que ça fait quand même presque 2 ans que ce donateur-là avait donné le 1 million de dollars. Oui, de dire qu'on est dans l'opposition, sauf que vous étiez, votre parti était à ce moment-là était au pouvoir. Monsieur Hiraka, on va vous souhaiter une bonne rentrée parlementaire. On sait que ça commence le 12 février. Vous partez pour Québec, quelques rencontres là, au courant de la semaine prochaine. Merci d'être venu nous rencontrer et on se revoit évidemment là, dans les mois ou dans les semaines qui viennent. Ça me fait plaisir. Merci, bonne fin de journée. Alors, tout de suite après la pause, une rencontre avec Maxime Pedneau-Jobin, le conseiller du district de Buckingham à la ville de Gatineau. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Alors, on est de retour à Parole à l'élu et comme je le disais avant la pause, mon invité, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Bonjour, M. Pedneau-Jobin. Bonjour. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce qui a été la grosse nouvelle, si on veut, la semaine dernière, Buckingham en fête, 23e édition, qui pourrait peut-être être compromise. On en a parlé tout juste avant la pause avec M. Hiraka. Évidemment, pour le secteur de Buckingham, ce serait vraiment presque dramatique là, si on devait annuler cette édition-là en 2013. Oui. Moi, ce n'est pas un scénario que je veux considérer pour l'instant. La seule nuance, c'est que c'est clair que moi, ma responsabilité, c'est aussi la saine gestion des finances publiques. Ça fait qu'on a rencontré Buckingham en fête et tout le monde est d'accord que notre priorité, c'est de clarifier la situation des finances. Et les premiers échos qu'on a sont relativement positifs. Donc, il y a un déficit
mais c'est rien d'incontournable, c'est rien de très, très grave quand on regarde un festival de cette ampleur-là. Mais avant d'aller plus loin, il faut clarifier ça. Mais moi, on est déjà en train de planifier toutes sortes de scénarios là, pour pas que Buckingham en fait meure, là, ça n'a pas de bon sens. Monsieur Racca nous parlait là, d'une permanence. On parle entre autres là, de la possibilité que le Carrefour culturel Estacade assume ou assure la permanence de l'événement à partir de maintenant. On parlait d'une rencontre avec Monsieur Macacoto également, que vous allez aussi rencontrer. Oui, là, ce qu'on essaie de faire, c'est de... D'abord, il va falloir des liquidités parce qu'il y a de l'argent à Québec si les rapports ne sont pas donnés. Puis même s'ils sont faits, ça prend un certain nombre de mois avant que Québec libère les sommes. Fait qu'on a un problème de liquidité et on a un problème de transition. Si on passe d'un groupe de bénévoles à un groupe qu'il faut payer, là, qui consacre des ressources à ça, ça fait que là, on est en train de voir si la Ville ne peut pas donner un coup de main, le CLD ne peut pas donner un coup de main. Moi, avec mon discrétionnaire, j'ai parlé à M. Iraka pour son discrétionnaire. Est-ce que le ministre de la Culture peut nous aider aussi là-dessus? Moi, je le vois justement dans le dossier du Carrefour culturel Estacade le 11 février. Donc, on va être capable d'en parler. Mais il faut trouver des sommes pour faire ce virage-là. Parce qu'on ne veut pas régler le problème pour un an, mais se retrouver dans la même situation l'année prochaine. Est-ce que des festivals comme justement Buckingham en Fête, ça peut vraiment continuer, ça peut vraiment survivre avec uniquement des bénévoles, M. Pétain-Jobin? C'est ça qui se passe partout au Québec, c'est que tous les festivals qui ont commencé avec des bénévoles se professionnalisent. Ouais. Donc, c'est des permanences. Puis moi, je pense qu'on est rendu là à Buckingham en Fête. C'est à la fois petit, mais très gros pour des bénévoles. Un permanent, dans le temps qu'à moi, c'est capable de s'autofinancer parce qu'ils vont chercher des commandites à longueur d'année. Ça fait que c'est pas juste une dépense pour le festival. Et un groupe comme l'Estacade, ça peut être un autre groupe, mais un groupe comme eux, ont une expertise. Ils dépensent déjà de l'argent dans l'administration, ils connaissent le domaine du spectacle, ils font déjà de la recherche de commandites. Pour moi, il y a une logique là, à se trouver un partenaire comme ça. Alors, évidemment, ça va être à suivre. On va souhaiter que les gens puissent venir nous rencontrer encore une fois à Buckingham en juillet 2013. Par ailleurs, vous aviez des bonnes nouvelles à nous donner en ce qui concerne, en fait, la rue principale, l'avenue de Buckingham, qui est notre rue principale. Oui. Et vous aviez plusieurs bonnes nouvelles, en fait. Oui, j'ai de la misère à l'appeler autrement que la rue principale, mais c'est vrai que c'est l'avenue de Buckingham. Oui, bien, le poulailler, il y a un avis de démolition qui a été rendu public. Ça va passer bientôt au comité de démolition. On peut peut-être rappeler là, pour les gens le poulailler, de quel édifice on parle exactement? C'est l'édifice qui est en face de la rue Joseph, sur l'avenue de Buckingham. Donc, c'est pas vraiment un poulailler, mais c'est assez bas. C'est des petits locaux. Ça fait dur, c'est barricadé. Ça fait au moins 15 ans qu'on a un problème avec ça, là, que l'apparence n'a pas de bon sens. Donc, ça va être démoli. Moi, je pense que je vais organiser un party. Oui, parce que vous nous en parlez depuis fort longtemps que vous voulez que ça soit démoli. Moi, j'avais écrit une chronique en 2001. Ça fait 12 ans en disant, si vous ne le démolissez pas, allez le démolir moi-même. Puis là, on a des promoteurs qui ont un projet et qu'on accompagne beaucoup. Là. Ça fait des mois, en fait, qu'on travaille avec eux pour que ça aille vite puis que ça aille bien. Puis ça va être une bonne nouvelle parce que c'est la dernière grosse verrue sur la rue principale. Il faut enlever ça. Mais il y a d'autres nouvelles aussi. On pense avoir accès à des subventions pour la façade de l'ancien Ouest Québec Post. Ça, c'est juste à côté du pont, là, un peu au sud, en face du bistrot Lala. Oui. C'est une façade qui n'est pas belle, là, Oui, bien, là où les briques avaient tombé il y a quelques années, je pense, en fait, un an ou deux. 18 mois. Oui, là, justement, on attendait le nouveau programme de subvention. Puis là, on est là-dedans et j'ai bon espoir qu'on va être capable de le financer. Le même programme va aider à financer le déménagement de la librairie Rosemary. Puis là, ils s'en vont dans le Rossi. Donc, le Rossi qui, lui, est un peu au nord. Oui. Et non seulement c'est la façade, mais c'est aussi le mur latéral, où là, il y a une ancienne murale là, qui est plus bien belle. Là. Ça fait qu'on va être capable de retaper vraiment, là, si on prend l'ancien Ouest Québec Post, la librairie et le poulailler, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Puis j'en ajouterais une qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais qui est un problème auquel on s'attaque. C'est, vous savez, quand on a refait la rue principale, il y avait des briques rouges. Oui. Le passage pour piétons sur Joseph qui mène directement en face du poulailler. Oui. C'est tout défait. Oui. Fait que moi, j'ai posé 2 questions. J'ai dit, comment ça se fait que c'est défait? On vient quasiment de le construire. Là. Ça fait à peu près 5 ans. Et deuxièmement, on peut-tu le réparer pour que ça soit un peu plus beau? Là? Parce que notre rue principale, disons qu'elle a encore besoin d'amour. Puis avec toutes ces petites nouvelles-là, je pense qu'on va avoir on va faire un grand pas en avant.
Donc, le poulailler qui va être démoli, on sait déjà ce qui devrait se construire en lieu et place de cet édifice-là? Bien, ce qui a circulé, moi, je veux être prudent parce que c'est au promoteur à faire ses annonces, mais bon, ce qui a circulé, c'est que c'est un spa, là. Moi, je ne veux pas aller plus loin que ça, là. C'est les gens qui doivent annoncer. C'est un projet privé. Mais il reste que... mais on va avoir quelque chose, là. Oui, il reste que la rue principale va être plus agréable au cours des années qui viennent, plus agréable d'aller s'y promener, Ah oui, justement. même des mois, là. Moi, je suis vraiment content, là. Ça fait longtemps qu'on travaille sur l'ensemble de ces dossiers-là. J'aimerais qu'on vienne aussi sur un dossier dont on a parlé la semaine dernière, allaitement maternel, la Ville qui veut mettre tout en place pour simplifier ou en fait promouvoir, si on veut, l'allaitement maternel. La rumeur voulait que les femmes ne pourraient pas allaiter à l'intérieur des piscines. C'est faux. Partout sur le territoire de la Ville, on va permettre aux dames d'allaiter. Oui, oui, je pense que c'est une de mes collègues qui a eu une déclaration malheureuse, là. Je ne suis pas sûr que... Parce que moi, quand j'ai regardé les documents, là, c'était clair, là. C'est n'importe où, n'importe quand, en fait, la règle, puis c'est la loi qui dit ça. Ouais. La Ville ne pourrait même pas agir autrement que ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on on facilite un peu. Donc, on va mettre des affiches pour indiquer que c'est permis, que c'est correct. On va aménager. Quand on aménage un parc, on va penser à ça. Un endroit à l'ombre, des bancs, des choses comme ça. Et c'est des très petites dépenses. Moi, je trouve qu'on est dans des petits dossiers, souvent qui prennent beaucoup de place dans les médias, mais je pense que le total des dépenses, c'est 10 ou 15 000 En fait, c'est 15 000 mais l'allaitement est important. C'est un petit geste que la Ville peut faire. On sait que c'est sur la santé des bébés, c'est extrêmement important. Puis cet âge-là, puis l'allaitement même, a des conséquences toute la vie si on est bien nourri à ce moment-là, puis ça se passe bien. Donc, pour moi, c'est des petits gestes qui font que notre société s'améliore, puis qu'on a des gens plus en santé. Fin de semaine dernière avait lieu le souper gastronomique au profit de l'Église, en fait, de la construction là, de la toiture de l'Église Saint-Grégoire. Et vous nous dites, vous faites partie d'ailleurs du comité pour la réfection, là, si on veut, du toit. Beau succès, mais ce qui est le plus important, c'est la quantité d'argent qu'on a réussi à amasser là, depuis le début de la campagne de financement. Ah, c'est assez extraordinaire. On arrive, là, il va rester à peu près 35 000, donc un souper gastronomique et un peu plus, puis on ferme les livres. Et c'est assez extraordinaire parce que Buckingham, ce n'est pas la plus grosse communauté au monde. Là. Ni la plus riche, M. Ni la plus riche, tout à fait. Et on est allé chercher presque 500 000 dans la communauté sur 3 ans. Les clubs sociaux se sont mobilisés, les clubs ont tous été là, les gens d'affaires ont donné des montants importants, puis d'année en année. Moi, je suis vraiment fier qu'on ait réussi à faire ça. Puis c'est un des plus beaux édifices patrimoniaux. Avec Saint-Paul qui a brûlé, en fait, je pense que l'église Saint-Grégoire, selon la Fondation du patrimoine religieux, c'est parmi les 2 plus beaux temples qu'on a en Outaouais. Oui, avec Saint-François de Sales, je pense, dans le secteur de Gatineau, et d'ailleurs plus grande. Je pense que c'est probablement la plus grande église là, qui reste dans le secteur. Alors, merci à tous les gens qui ont donné. Table de concertation. Et j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur ce dossier-là. En 2010, vous aviez organisé le forum, on l'avait appelé Forum 2020, voir où est-ce qu'on s'en allait. Une tentative de table qui avait été mise en place. Et ça avait échoué. On se rappelle que la CDC Rond-Point, le C3S, avait quitté. Maintenant, une nouvelle tentative à partir du 12 février. Et vous êtes heureux là, de voir que finalement, là, on réussit à presque s'entendre, si on veut. Oui, oui, oui. Moi, là, c'est le C3S qui assume le leadership. Là, moi, j'ai pris un peu de distance. Puis je suis content parce qu'il faut que la communauté se parle. Il faut que les gens... Ça nous prend une table où on échange. Tu sais, souvent, on a l'air de créer des comités puis de jaser, là, mais ça en prend un peu. Puis la table va faire un certain nombre de choses. Moi, je prétends que du point de vue des politiciens puis de certains acteurs, même si on peut juste se rencontrer 1 fois, 2 fois par année, faire le point puis se dire, bien, c'est quoi la priorité dans la communauté pour l'année qui vient? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il des dossiers où on peut s'entraider? À un moment donné, on parlait du bel âge, du centre nautique. Il y a des dossiers dont l'importance dépasse chacun des acteurs individuellement. Ça fait que moi, je suis content qu'on avance. Puis pour ce qui est de la structure, bien, on verra comment ça fonctionne, on s'ajustera, mais moi, je pense que ça prend une table. Et vous avez quel genre d'espoir suite à la création de cette table-là? Est-ce que vous pensez qu'on va être en mesure, là, les gens, là, les acteurs des différents domaines vont être en mesure là, d'apporter des priorités tous ensemble? Bien, je l'espère. Moi, je vais travailler pour ça. Là, quand on avait fait le premier exercice, la réponse avait été assez bonne. Il y avait, je pense, 45 organisations qui étaient présentes à notre rencontre.
Là, je vais voir combien de gens se présentent, mais moi, je suis confiant qu'on va arriver. Parce que, comme on l'a dit, on l'a fait pour l'Église, on est capable de le faire pour d'autres choses, de se mobiliser, se parler, puis trouver des solutions communes. Là. Rencontre, en fait, Action Gatineau, là, qui continue de préparer son programme électoral, la 4e rencontre thématique qui va avoir lieu, en fait, le 12 février en soirée. On va parler de... Le thème, en fait, c'est ville économique, entrepreneuriat, diversification et saine gestion. Qui est invité à cette rencontre-là et de quoi on va parler exactement? Tout le monde. Ce qu'on fait, c'est que c'est le parti qui veut élaborer son programme, mais on fait des ateliers où tout le monde est invité, tous les citoyens, membres, non-membres, n'importe qui. Et là, on échange sur les priorités, puis dans ce cas-là, c'est les priorités économiques de la ville. On sait qu'il y a eu toutes sortes de, tant que moi j'appelle ça des scandales, là, quand Brookfield a quitté, par exemple, pour aller, les 80, la direction générale a traversé du côté de la rivière parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre pour, selon moi, des choses qui n'étaient pas très importantes, là, comme le stationnement, tout ça. Moi, je ne veux plus que ça se reproduise à Gatineau. Ça. On perd des fortunes, c'est de la diversification économique qu'on ne fait pas. Donc, tous les gens qui ont des préoccupations de ce genre-là peuvent venir à l'atelier, les exprimer. Et là, nous, on prend ça, puis on essaie de transformer ça en résolutions qui vont être déposées au Congrès, puis ensuite en programme électoral. C'est une occasion pour les citoyens d'influencer le programme de ceux qui vont se présenter aux prochaines élections. Et rapidement, quand vous dites « nous, on prend ça », qui est ce « nous-là » ? Qui sont les membres là, qui travaillent sur l'écriture, si on veut, ou la mise en œuvre du programme? Essentiellement, c'est le comité de direction. Là, sur notre site, là, les noms de chaque personne, de toutes les personnes sont là. C'est vraiment les membres du parti puis les différentes instances. Là, on est rendu, on va franchir le cap des 500 membres. Et il y a une vingtaine de personnes qui travaillent strictement sur le programme. Et on devrait être en mesure là, très rapidement là, de présenter le programme parce qu'on sait qu'en novembre prochain, l'élection municipale. Oui. Monsieur Penneau-Jobin, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Évidemment, on se revoit la semaine prochaine. On va vous souhaiter une bonne semaine. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Parole à l'élu. Merci.